Algérie, rétro-info de la semaine, c'est donc on essaiera de revenir sur les thèmes qui ont marqué l'actualité politique de notre pays, mais aussi on aura un invité de taille dans cette émission et on va essayer de comprendre les raisons de la contre-révolution, les mécanismes de cette contre-révolution. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Mensef Marzouki, ancien président de la République via Skype depuis Tunis. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Marhaba, c'est moi qui vous remercie de votre invitation et je salue tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. On aura aussi Djemal Ghessoum, ex-candidat aux législatives algériennes depuis Paris. C'est Larbi Zouaimia, analyste politique depuis le Canada. Professeur Houari Addi, professeur émérite Sciences Po de Lyon. On aura aussi Mziane Marian, coordinateur national du SNAPET depuis Alger. Monsieur le Président, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'être avec nous. Vous avez préfacé un livre en défense du Hirak, déconstruction du complotisme contre-révolutionnaire. Bien sûr, vous avez vécu aussi cette expérience de la contre-révolution. Comment qualifier de ce qui se passe en Algérie, Monsieur le Président ? Oui, d'abord, laissez-moi vous dire que j'interviens ici à titre privé, bien entendu. Je n'ai aucune position officielle et cela me permet d'être à la fois libre et d'être à l'aise, puisque n'ayant aucune fonction, je n'engage ni mon pays, ni mon gouvernement, ni rien du tout. Donc c'est en tant qu'homme libre que je m'adresse à vous. Aussi en tant qu'ami du peuple algérien frère, et bien entendu je connais très bien à quel point les Algériens sont intraitables quand il s'agit de leurs affaires privées. Ils détestent, et je le comprends très bien, que des étrangers entre guillemets se mêlent de leurs affaires intérieures. Donc c'est absolument pas dans une approche disons d'interventionnisme ou de donner des conseils, des choses comme ça, absolument pas dans cette logique-là. Mon approche à moi est de dire comment j'ai vécu, moi, en Tunisie, ce qui s'est passé, et comment je vois ça dans le monde arabe. Et il vous appartient à vous, Algériens, en toute autonomie, en toute indépendance. Et je vous fais absolument confiance. D'ailleurs, la grande admiration que j'ai du Hirak, c'est ça qui m'a amené à prendre le risque, entre des guillemets, de parler avec vous. Donc, je vais vous livrer mon expérience de ce qui se passe, comment je vois la chose. Eh bien, il y a un tournant historique qui a été pris dans le monde arabe à partir de 2010. Un tournant historique qui a fait que les peuples ont dit assez. Nous ne voulons plus de ces dictatures, nous ne voulons plus de ces régimes corrompus. Et ce tournant a été pris de façon qui a surpris pratiquement tout le monde. Ça a commencé en Tunisie, ça s'est étendu très rapidement d'abord en Libye, en Égypte, en Syrie, au Yémen. Et ensuite, ça s'est arrêté. Et il y a eu la contre-offensive. Et cette contre-offensive, elle a été extrêmement coûteuse, puisque la contre-réaction ou la réaction internationale a voulu absolument arrêter cette catastrophe, entre guillemets, et ils ont dit on va vous faire payer un prix très cher. Et le prix a été payé très cher. Les Syriens ont payé un prix extraordinairement cher, les Libyens, etc. Et je me rappelle qu'en 2014-2015, tout le monde disait, voyez, c'est fini, on leur a donné la leçon, les peuples ne vont plus bouger. Et hop, voilà que le peuple soudanais bouge, et hop, voilà que le peuple algérien bouge, et hop, voilà que le peuple libanais bouge. Et cela m'a conforté dans cette conviction que ça y est, il y a un tournant historique qui a été pris, et que ce tournant historique, personne ne pourra l'arrêter. Un peu comme il y a à un moment donné un tournant historique qui a été pris contre l'esclavage, et personne n'était capable d'arrêter la libération des esclaves. De la même façon qu'il y a eu un tournant historique pris pour la décolonisation et personne n'était capable d'arrêter la décolonisation, et bien aujourd'hui, nous assistons à la troisième époque de la libération humaine, c'est-à-dire la libération des régimes corrompus, des régimes dictatoriaux, et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Et donc, ce que je vois, que ce soit en Algérie, que ce soit au Soudan, que ce soit partout, c'est ce processus de libération des peuples qui disent maintenant, les régimes corrompus, les régimes militaires, maintenant, c'est terminé, c'est fini. Alors, de deux choses l'une, ou bien les élites qui sont au pouvoir comprennent que ça y est, c'est fini, l'esclavage, c'est fini, la colonisation, c'est fini, les dictatures, c'est fini. Et ils acceptent de négocier avec les peuples une transition pacifique. C'est ce que nous avons voulu faire en Tunisie, où ils n'acceptent pas. Et apparemment, ils n'acceptent pas. Ils ne sont pas assez fichtés, ils ne sont pas assez intelligents, ils ne connaissent pas la profondeur de l'histoire. Et ils se battent pour garder comme
En 1860, les Américains se sont battus pour garder l'esclavage. En 1957, les Français se sont battus pour garder l'Algérie française. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'élites qui se battent pour garder l'ancien système, qui jouent les malins, qui jouent les retards, qui jouent le blocage, etc. Mais, encore une fois, je le répète, c'est fichu pour eux. Le tournant historique a été pris. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, le Hirak en Algérie fait partie de ce mouvement gigantesque, ce mouvement universel de libération des peuples. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y arrêter. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ces élites, etc., ne vont pas lâcher le morceau. Et ça ne va pas être facile. Ça n'a jamais été facile et ça ne sera pas facile. Bon, c'est ça ma question, Président Mansour Marzouki, c'est que vous avez fait face vous-même, en tant que vous avez vécu, vous étiez président donc de la période de transition de la Tunisie, et vous avez fait face à cette contre-révolution. Absolument. Absolument. La contre-révolution, elle a pris plusieurs aspects. Ça a été la guerre civile au Yémen, ça a été la guerre civile en Syrie, la guerre civile en Libye, le coup d'État en Égypte et en Tunisie. Ils se sont organisés de telle façon c'est ça qui est le plus triste et en même temps le plus cocasse dans l'affaire tunisienne, c'est qu'en fait, la démocratie a été kidnappée. C'est-à-dire, nous nous sommes battus pour la liberté d'expression, nous nous sommes battus pour le droit de vote, etc. Et tous ces instruments démocratiques ont été kidnappés par la contre-révolution et ça a été utilisé contre nous. Donc, il faut faire très gaffe. Il faut faire gaffe. C'est-à-dire que la contre-révolution, ce n'est pas uniquement que de la violence, que du sang, ça peut être aussi des manœuvres dilatoires, ça peut être l'argent, ça peut être la communication, ça peut être plein de trucs où les élites se débrouillent pour récupérer leur mise. Encore une fois, parce que ce sont des élites qui ne se sont pas inscrites dans le courant de l'histoire, qui n'ont absolument pas compris que la partie était perdue et qu'il va falloir s'adapter à un nouveau système. Donc, ils sont en train de gagner du temps, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Mais de la même façon que ça ne va pas marcher, et que ça n'a pas marché nulle part, il faut simplement se donner le temps. En Algérie, en Égypte, regardez, le régime, ça fait 6 ans que le coup d'État bat de l'aile, et je pense que cet homme qui s'appelle Sisi n'en a pas pour très très longtemps. Il sera très probablement débarqué du sein même du système qui n'en veut pas, parce que c'est un oiseau de malheur et qu'il ne résout aucun problème. Donc les élites qui étaient au pouvoir vont continuer à essayer de faire barrage. C'est pour ça qu'il faut avoir de la patience, de la détermination et rester calme et rester droit dans ses bottes et se dire de toute façon, même si nous perdons telle bataille, nous allons gagner la guerre parce que telle est la décision de l'histoire. Monsieur le Président, c'est sûr que vous êtes en train de suivre de près ce qui se passe en Algérie et vous m'avez dit que vous étiez bien sûr admiratif du peuple algérien et de son soulèvement, de son hirak. Et est-ce que vous pensez que vous avez parlé d'un changement, d'un tournant historique. Est-ce que vous pensez que c'est une question de temps quand vous observez ce qui se passe en Algérie? Les Algériens pensent qu'il y a une contre-révolution qui a été déclenchée, profitant bien sûr de la pandémie. Comment vous voyez les choses, Monsieur le Président? Encore une fois, le tournant a été pris. Et c'est un tournant qui a été pris dans le cœur, dans les esprits. Et ensuite, il y a un problème de génération aussi. Et la génération de la contre-révolution, c'est la génération de l'ancien système, c'est-à-dire ce que nous avons hérité du bourguibisme, de toute la période post-indépendance. C'est une génération vieillie. Je fais partie, moi, de cette génération, donc je la connais très bien, cette génération. Mais peut-être à la différence des gens de mon âge, moi je me suis rendu compte qu'il y a aujourd'hui une nouvelle génération. Il y a ce que j'appelle les e-generations, c'est-à-dire la génération électronique. C'est des générations complètement différentes. Donc rien ne va marcher avec eux. C'est-à-dire tout ce qui a marché avec les vieilles générations, avec la génération des parents ou des grands-parents, aucun effet avec les nouvelles générations. Vous avez un nouveau peuple aujourd'hui en Algérie. Nous, en Tunisie, nous avons un nouveau peuple. Parfois, même moi, j'ai du mal à le comprendre, ce nouveau peuple, ces nouvelles générations. Et les élites qui ont pris le pouvoir pendant 30, 40, 50 ans, elles sont encore à croire qu'ils sont affaire à l'ancien peuple. L'ancien peuple est fini, même biologiquement. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles générations avec lesquelles donc, toutes les techniques de manipulation, d'intimidation, etc. ne vont pas marcher. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je suis absolument convaincu que c'est une question de temps pour que dans tout le monde arabe, il y ait ce grand projet politique que moi je vois en gestation partout, c'est-à-dire le projet peuple de citoyen, État de droit. Voilà, c'est vers ça tous les peuples
les peuples arabes, qui ont été très longtemps des peuples de sujets, sont en train de se transformer en peuples de citoyens. Et tous les États arabes qui ont été des États confisqués par des élites vont revenir au peuple et vont devenir des États de droit et des États des institutions. Et encore une fois, personne ne pourra s'opposer à cette transformation historique. Malheureusement, il y a un certain nombre d'imbéciles qui vont tout faire pour bloquer ou pour retarder le processus, mais ils seront emportés par le courant tôt ou tard. Donc, encore une fois, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la détermination, rester droit dans ses bottes et ne rien céder. Très bien. Si on revient un peu sur une autre question, Monsieur le Président, bien sûr, il y a beaucoup d'observateurs, et là je parlerai bien sûr de ce qui se passe en France par rapport à la communauté musulmane. Est-ce que vous pensez que, d'un côté, il y a des observateurs qui disent que la France est un pays libre, qui respecte bien sûr tout ce qui est droit de religion et tout ça, de pratique, mais dans le cadre de la laïcité. Et de l'autre côté, il y a des observateurs qui sont en train de dire que la montée de l'islamophobie est très inquiétante. Vous, qui avez vécu en France, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez de ce climat particulier? C'est un climat extrêmement malsain et extrêmement dangereux pour les relations qui devraient être des relations de bon voisinage entre le Maghreb et la France. Nous avons tellement de liens, que ce soit des liens d'amitié, des liens familiaux, des liens historiques, toutes les sortes de liens. Et aujourd'hui, malheureusement, tous ces liens peuvent être mis en danger. De toutes les façons, moi, ce que je dirais aux musulmans qui vivent en France, premièrement, il faut être absolument très clair sur la condamnation du terrorisme et sur la condamnation de la façon dont cet instituteur a été assassiné, qui est quelque chose d'abject. Là, il faut être très clair, et je suis très heureux de savoir qu'effectivement, toute la communauté musulmane a été très claire là-dessus. Et en même temps, il faut faire très attention parce qu'il y a un climat préélectoral en France, et malheureusement, l'islam va être une carte facile chez les uns et chez les autres. Et là, il faut rester extrêmement sobre, extrêmement calme, ne pas se laisser aller à toutes les provocations, parce qu'il va y avoir beaucoup de provocations, il va y avoir beaucoup de surenchères. L'extrême droite va jouer de cet incident absolument exécrable et malheureux pour monter en puissance. C'est une arme qui leur a été donnée malheureusement. Et donc, il faut garder la tête froide. Et il ne faut pas faire de la contre-surenchère, parce qu'aujourd'hui, ce dont j'ai peur, c'est que leurs extrémistes laïcs et nos extrémistes religieux se nourrissant les uns des autres, ça va être une balle de ping-pong, ça va être à qui va susciter, va provoquer l'autre. Et là, malheureusement, nous sommes partis dans un dérapage qui risque très dangereux. Moi, j'en appelle au calme, au sens de la responsabilité des uns et des autres. Et je suis sûr qu'en face, nous allons trouver aussi un certain nombre d'amis français qui vont aussi être dans cette logique, dans cette union entre des gens raisonnables et responsables contre les excités d'où qu'ils viennent. Si on revient un peu sur une question de la géopolitique, Monsieur le Président, et bien sûr, on n'est pas très loin des élections américaines. On sait que les États-puissants s'immiscent dans la gestion des pays, bien sûr concernés donc, avec ces révolutions. Comment vous voyez les choses par rapport à cette question géopolitique, Monsieur Dr Monsef Merzouki? Oui, d'abord, laissez-moi démentir. Actuellement, il y a un bruit qu'on fait courir sur les Facebook, comme quoi Hillary Clinton aurait raconté, etc. Il y a un certain nombre d'imbéciles, excusez-moi du terme, qui colportent des idées complètement fausses. D'abord, ils n'ont absolument pas lu ce que Hillary Clinton a dit. Et Hillary Clinton, moi, je l'ai connue personnellement, je l'ai fréquentée, je l'ai vue à 3 ou 4 reprises, j'ai eu de longues discussions avec elle. Et je peux vous dire une chose, c'est que jamais les révolutions arabes n'ont dû quoi que ce soit, ni aux Américains ni aux Français. Bien au contraire, ces révolutions ont été pour eux une surprise, et je peux même dire une désagréable surprise. Les imbéciles qui s'imaginent que Hillary Clinton a téléphoné à Mohamed Bouazizi le 10 décembre pour lui dire « Écoute, va te mettre le feu aux vêtements », et puis ensuite elle a téléphoné, c'est des imbéciles. Donc là, il faut être très clair et très ferme. Les révolutions arabes ont été des révolutions autonomes, et qui ne doivent rien, strictement rien, ni aux Américains, ni aux Français, ni à personne.
c'est des conditions sui generis qui ont fait que les peuples se sont révoltés, point barre. Donc, quand vous avez ce genre d'attaque, il faut traiter ça avec le plus grand mépris. Maintenant, il est sûr et certain que avec Trump, ça a été une catastrophe, parce que l'appui que Trump a apporté aux dictatures arabes a été aux Émiratis, aux Saoudiens, aux Égyptiens, est clair et net. Donc, est-ce que si jamais Biden est élu, ce que je souhaite, j'ai connu Biden, j'ai eu une longue discussion avec lui, parce qu'en 2014, j'ai assisté à un sommet africain et américain à la Maison Blanche, et donc j'ai discuté avec cet homme qui me paraît un homme tout à fait raisonnable. Si jamais il est élu, je pense que la question de la démocratie et des droits de l'homme, notamment en Égypte, notamment en Arabie Saoudite, pourrait revenir éventuellement sur la table. Mais si jamais Trump est réélu, là, la contre-révolution dans le monde arabe va se sentir les bras complètement libres, et nous allons avoir des difficultés. C'est-à-dire que le processus qui va nous amener à cette libération totale de l'état de droit, la démocratie, une véritable démocratie, le peuple de citoyens, ce processus, il va se continuer. Encore une fois, personne ne pourra l'arrêter, sauf que nous allons avoir beaucoup de difficultés. Nous allons encore ramer pendant 4 ans. Très bien. Si on peut terminer très rapidement, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie de nous accorder donc cet petit entretien sur la question tunisienne. Monsieur le Président, vous étiez donc président de ce pays dans une période de transition. Comment vous voyez la Tunisie maintenant en 2020 ? Est-ce qu'elle est sur les bonnes rails pour un vrai changement démocratique comme ça a été voulu par le peuple tunisien ? Le processus, encore une fois, où on passe d'un peuple de sujets à un peuple de citoyens, d'un État confisqué par les élites corrompues à un État de droit, est un processus très lent. Ça se règle pas en 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Ça prend des années, ça prend des décennies. Pour moi, pour le moment, la Tunisie est toujours un État gouverné par une constitution que j'ai eu le grand honneur de parapher. Pour le moment, la démocratie, bien que relativement corrompue, reste encore fonctionnelle. Pour le moment, nous avons un État qui tient la route. Je ferai tout pour que, en tant que citoyen, pour que le processus, donc lent, difficile et pénible, puisse se continuer. Maintenant, les accidents sont possibles. Nous sommes menacés. Nous sommes menacés par les anciens sbires du système, là, qui hurlent très fort et qui ont l'intention d'utiliser les mécanismes de la démocratie pour établir leur dictature. Il y a des courants populistes aussi qui sont extrêmement dangereux aussi pour la démocratie. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. S'imaginer que la Tunisie est maintenant hors de danger, c'est complètement faux. Mais la Tunisie a des hommes et des femmes qui sont capables de défendre les acquis de la révolution, et ça, ils le savent. Ils le savent, c'est pour ça qu'ils font très attention où ils mettent les pieds. Dernier mot, donc, vous pensez, Monsieur le Président, que le changement voulu par les populations arabes est une question de temps? Absolument. Les nouvelles générations, moi, encore une fois, ce dont les élites, les anciennes élites ne comprennent pas, parce qu'ils ne lisent pas Facebook. Moi, je lis régulièrement Facebook parce que je veux comprendre c'est quoi cette génération. Comment ils écrivent. Je n'aime pas la façon dont ils écrivent, leur façon de parler, etc. Mais je suis fasciné. Je me dis, c'est un nouveau peuple. Et c'est ce nouveau peuple qui, à mon avis, est porteur de tous les espoirs, parce qu'il est totalement hors du contrôle de l'ancien système. Et c'est ça, encore une fois, ce que les élites ne veulent pas comprendre. Ils s'imaginent qu'ils ont encore... Ils fonctionnent comme s'ils avaient encore affaire aux parents et aux grands-parents de ces jeunes-là. Nous avons une population jeune et, encore une fois, si on ne la comprend pas, si on ne l'accompagne pas, si on ne fait pas partie d'elle, on est éjecté, on n'est rien. C'est ça la grande leçon, c'est ça ce que j'aimerais que les gens qui sont de mon âge, qui ont encore un minimum de bon sens, comprennent et savent que ça ne sert à rien de s'opposer à cette nouvelle vie et qu'il faut l'accompagner. Et que, s'il vous plaît, nous avons assez souffert, nous avons assez perdu de temps, vous nous avez fait perdre trop de temps, ça suffit, qu'on avance, adaptez-vous, c'est à vous de vous adapter aux nouvelles générations, c'est pas aux nouvelles générations de s'adapter à vous.
Merci, Monsieur le Président. Juste pour rappeler que vous avez préfacé en défense du Hirak déconstruction du complotisme contre-révolutionnaire. Merci, Monsieur le Président Mounsaf Al-Marzouqi. Barakallahu fik.